Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous être dérangés jusqu'à Saint-Cloud, à Montretout, dont anecdotiquement fut construite en cadeau de l'empereur Napoléon III à son directeur de cabinet, le préfet Mocquard, qui était son homme de confiance et il l'avait accompagné toute sa vie. Je vois que je suis tricard de télévision. Ce sont des choses qui arrivent. Ça permet d'avoir de la place. Merci beaucoup. J'avais conçu l'intention de faire la conférence de presse dans les locaux du Parlement européen du boulevard Saint-Germain, puisque je suis membre du Parlement européen depuis plus de 30 ans. Mais on m'avait posé une première condition, on m'avait rejeté mon titre de conférence de presse, l'Europe et les libertés publiques. Sans doute l'administration pensait-elle que ces deux notions sont incompatibles. Et ensuite, tout de même, j'avais changé mon titre et j'ai été autorisé par l'administration, et que moi, comme parlementaire, à user des bâtiments du Parlement européen. Et puis, il m'a été signalé que, compte tenu des événements, on ne pourrait pas me l'accorder parce que pour des raisons de sécurité. Dans ces cas-là, il ne me restait plus comme solution que de vous inviter à venir chez moi. C'est moins grand, mais vous êtes aussi moins nombreux. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Tout ça s'arrange très bien. Je vais, s'il vous permettez, bien que les événements bousculent un peu les calendriers, commencer ma conférence de presse par l'affaire qui est relative aux perquisitions dont j'ai été la victime. Et puis ensuite, je traiterai le problème commun à tous les organes de presse, de télévision, de façon en quelque sorte récurrente depuis plusieurs jours, à savoir le terrorisme et ces différents chapitres dont nous vivons encore aujourd'hui un supplémentaire à Bamako. Première ville malienne du monde, la deuxième, c'est Montreuil. Bon. Profitant de mon départ en vacances annuelles d'hiver, organisé depuis plusieurs mois, le pouvoir a fait procéder contre moi à une série de perquisitions et de saisies. À ma résidence de la Selle-Saint-Cloud, à mes bureaux de Saint-Cloud et même dans les ruines de ma maison de Rueil, incendiée en janvier 2015. Les opérations étaient menées sous la direction de 2 procureurs adjoints de la République par une soixantaine de policiers sur les différents sites. J'ignore totalement les justifications de ces perquisitions effectuées, rapporte l'AFP, de sources judiciaires, sous le soupçon de fraude fiscale, au mépris des principes de présomption d'innocence, mais aussi du respect de la vie privée. Je dénonce ces méthodes dignes d'un État policier qui vise à persécuter sans cause un parlementaire européen d'opposition comme un délinquant. À l'orée des élections régionales, où je ne suis d'ailleurs pas candidat, le pouvoir hollandiste essaie sans doute de créer un scandale pour détourner l'attention de son piteux échec. Je demanderai évidemment réparation des dommages matériels et moraux subis par ma famille, mes proches et moi-même par une plainte reconventionnelle contre les dénonciateurs, les auteurs et complices de cette diffamation d'État. Mon cas personnel doit servir d'avertissement à tous les citoyens français, car ils peuvent être, comme moi, pourtant parlementaires, la cible d'une enquête préliminaire qui permettra à la police de violer leur intimité, leur vie privée, leurs secrets de famille, leurs dossiers médicaux, leurs lettres d'amour, et de saisir leurs économies, leurs avoirs, leurs bijoux, sans oublier que leur dossier personnel s'épaissira au fichier des renseignements généraux. En effet, l'enquête préliminaire est un dispositif procédural qui bafoue cyniquement les droits constitutionnels de l'homme et du citoyen. À la disposition exclusive du parquet,
c'est-à-dire du pouvoir politique, en l'occurrence de Madame Taubira. Elle est opaque et sans recours, s'exécute par la police. Le procureur de la République peut, sur simple soupçon, dénonciation ou bon plaisir, sans contrôle judiciaire et sans la présence des avocats, ordonner des perquisitions, des arrestations, des confiscations, et ceci au mépris du principe de présomption d'innocence. Les dommages médiatiques sont évidemment irréversibles. L'accusation sera en effet en première page, le non-lieu en page 15 ou 18, en quelques lignes, dans plusieurs mois ou plusieurs années. Dans mon dressing, les policiers ont mis 6 heures à défoncer mon coffre plus que centenaire, polluant la pièce et son contenu, dont mes vêtements, et saisi 2 dossiers au contenu dérisoire, ainsi que 29 pièces d'or d'une valeur de 5 000 €, ce qui a permis à certains articles de presse de titrer « Le Pen et les louis d'or ». Alors je précise tout de même que la possession d'or ou de l'argent liquide chez soi n'est pas un délit, c'est normal. Bon, bref, est-ce là d'ailleurs, pose la question, est-ce que c'est là le délit de bas de laine? J'ai évidemment fait constater les dégâts par huissier et en demanderai réparation. Les perquisitions ont repris à Montretout dès mon retour à Saint-Cloud. Ayant posé des scellés sur mes bureaux et dans des coffres-forts placés au sous-sol avant mon arrivée dans les lieux en 1976, ils les ont fouillés et confisqué toutes les valeurs contenues, et en particulier l'or, les monnaies et les espèces appartenant à mon épouse, et placé là depuis l'incendie de notre domicile en janvier dernier. Tout le monde a compris, et la suite le démontrera, qu'il s'agit d'une arnaque politicienne, une diffamation d'État à quelques semaines des élections régionales, technique habituelle des dictatures bananières. Le prétexte en a été, semble-t-il, la dénonciation par les sycophantes du système, en l'occurrence le site Mediapart du trotskiste Edoui Plenel, lequel devrait lui-même, paraît-il, plus de 3 millions d'euros au fisc. Asinum, asinum fricat. Asinus, asinum fricat, pardon. J'attends de connaître les griefs articulés contre moi, et pour l'heure encore secrets, pour leur rétorquer avec mon avocat, maître Frédéric Joachim. Pour emblématique qu'il soit, mon cas personnel n'est qu'un de ces faits divers qui révèlent au public la profonde dégradation de nos institutions, et plus généralement celle de la France et de l'Europe. Pourtant menacé de submersion migratoire, le pays reste atone, alors que le monde bouge de plus en plus dangereusement. Toutes les activités se dégradent. Immigration massive, chômage, insécurité, dette publique et sociale, éducation, liberté publique, j'en passe et des pires. Ceux qui auront la lourde charge d'effectuer l'indispensable redressement politique, économique, social, familial et moral d'une situation qui n'a cessé de se dégrader depuis l'appel au XIXe siècle de mon compatriote breton Ernest Renan dans sa réforme intellectuelle et morale, devront être exceptionnellement lucides et courageux. On voit se multiplier les appels angoissés des partis du système à la République et aux Républicains pour barrer la route au Front National. Depuis les attentats terroristes de vendredi 13, on appelle maintenant d'ailleurs à l'Union nationale. Mais il est parfois trop tard pour bien faire. Les élections régionales sont une élection démocratique, où s'exprime le peuple français dans le cadre constitutionnel. Mais il ne peut y avoir de République française sans nation française, ni d'action publique sans responsabilité, ni de démocratie sans le respect des citoyens, de tous les citoyens. La France doit recouvrer sa souveraineté, ses frontières, décréter l'immigration zéro et abolir le droit du sol pour assurer sa survie, la liberté et la sécurité de ses citoyens dans le cadre d'une Europe boréale et de ses nations responsables et fraternelles.
Voilà les réflexions, mesdames et messieurs, que me suscitait l'agression dont j'ai été l'objet de la part des autorités judiciaires et policières. Passons maintenant à une actualité prégnante qui sans doute occupera maintenant, jour après jour, de longs mois, les écrans de télévision. Aujourd'hui, hier c'était Paris, aujourd'hui c'est Bamako, demain ce sera quelque chose d'autre. L'offensive terroriste de Daesh à Paris vendredi 13 dernier illustre clairement la dégradation continue de la sécurité en France et laisse craindre des développements très inquiétants. La conjonction d'une série de facteurs conduit aujourd'hui à une véritable situation de guerre intérieure. 1. L'immigration massive, qui entre depuis 40 ans et qui a pris, comme c'était pourtant prévisible, un tour tsunamique. L'expansion conquérante de l'islamisme, elle-même liée comme l'immigration à l'explosion démographique mondiale qui a fait passer en un siècle la population de 2 à 7 milliards. Le déficit démographique de l'Europe. Cette conjonction est une véritable bombe nucléaire, sociale et politique. Les risques qu'elle comporte sont considérablement aggravés par la réduction délibérée de nos capacités de défense, réduction des effectifs et des budgets militaires, malgré des engagements extérieurs plus nombreux, réduction des moyens et des effectifs de la gendarmerie et de la police, suppression du service militaire et donc des réserves, aussi et surtout abaissement des défenses sociales, judiciaires et pénitentiaires, politique de Mme Taubira, affaissement de l'influence chrétienne et morale. Cette anorexie progressive de l'État régalien a pour conséquence, en réduisant l'arme pénale, d'encourager la délinquance et la criminalité au lieu de les résoudre. Elle amène les pouvoirs publics à une politique de prévention, coûteuse fiscalement et moralement, à l'ensemble de la population. Formalités, contrôle, radars, caméras, écoute téléphonique, surveillance, police municipales et privées, assurance, aboutissant à une réduction du champ de la liberté publique. Faute de frapper les coupables, on emmerde les honnêtes gens. Il faut donc avant tout affirmer, premièrement, il faut donc affirmer les principes fondamentaux de préférence nationale et de légitime défense. 2. Dans le domaine pénal, il faudra abolir les lois Taubira. 3. Rétablir pour les terroristes la peine de mort avec décapitation, comme le fait Daesh. 4. Supprimer la double nationalité et contraindre les doubles nationaux à un choix, français ou étranger. 5. Supprimer le droit du sol et l'acquisition automatique de nationalité. 6. Rétablir les frontières et leur contrôle, expulser les clandestins à qui ne sera accordé aucun droit social. 7. Restreindre le nombre des naturalisations. 8. Développer une politique familiale et nataliste. 9. Établir un service militaire de 6 mois volontaire pour les garçons et les filles, véritable ascenseur du service public et réserve d'une éventuelle garde nationale. Enfin, c'était déjà dans mon programme de 2002, construire 100 000 places de prison en 10 ans. Il ne faut pas se cacher que nos sociétés modernes sont extrêmement vulnérables à la subversion, en particulier dans les transports, qu'ils soient aériens, ferroviaires ou routiers, mais aussi dans les grandes concentrations, stades, salles de réunion ou de spectacle, gratte-ciel, métro, etc. Les réseaux terroristes d'origine étrangère utilisant des langues mal maîtrisées par les forces de l'ordre, résidant souvent dans des quartiers de non-droit, pratiquement inaccédés, sinon inaccessibles, puisent dans un réservoir d'oisifs, ou chômeurs si vous voulez, s'ils ont l'intention de travailler, articulés en liaison avec des réseaux mafieux de trafic divers, dont la drogue.
Certains de ces quartiers sont de véritables enclaves étrangères, occupées par des communautés nationales étrangères, arabes, africaines, chinoises, roms, kurdes, etc. Malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet, répondant, si vous le souhaitez, à un certain nombre de questions, y compris sur ma situation au Front National, mais je laisse ça à votre initiative et attends, si vous le voulez bien, vos questions. Monsieur le Président, est-ce que vous voterez pour Valéran de Saint-Just, qui vous a exclu et qui est tête de liste FN en Île-de-France régionale? Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, juste la question. Oui, justement, si vous voulez, je me permets de réserver ma réponse, mais je prendrai ma décision et elle n'est pas forcément favorable. Puisque M. Valéran de Saint-Just a fait partie des 4 dirigeants du Front National qui ont voté mon exclusion. Ça, c'est le problème, si vous voulez. Je vous dis 2 mots sur ma situation au Front National à partir de cela. Président d'honneur du Front National depuis le congrès de Tours en 2011, j'ai été exclu par le bureau d'exécution du mouvement, composé de 4 membres, dont M. de Saint-Just, que j'ai fondé et dirigé pendant 40 ans. J'ai contesté devant les tribunaux cette décision inique et sans doute unique dans l'histoire politique, sous le prétexte dérisoire explicité depuis par l'aveu à la télévision de Saint-Just, le trésorier du FN, c'était pour tenter d'écarter de nous le plus possible les accusations de racisme et d'antisémitisme. Cette déclaration constitue à mon égard une diffamation grave, cumulant l'ingratitude à l'injustice. J'ai été sacrifié sur l'autel de la pensée unique par les sicaires de la mafia hétérophobe. Ce procès rappelle un épisode de l'Ancien Testament, celui du bouc émissaire que les Hébreux chargeaient de leurs péchés avant de l'envoyer mourir dans le désert pour s'en exonérer. Je rappelle aussi que j'ai cette année gagné 3 procès contre la direction du FN et que j'ai demandé en vain la convocation d'un congrès national ou au moins celle du comité central. Seule instance démocratiquement élue du Front National avec la présidente. J'ai volontairement limité la polémique pour ne pas nuire aux candidats aux élections régionales. Je tiens à votre disposition la longue liste des affaires, des scandales, des partis de gouvernement en matière fiscale. Est-il permis, en exergue, de rappeler les cas du ministre PS Cahuzac et du député PS Touvenot? Voilà. Mesdames et messieurs, à partir de cela, vous avez l'occasion de me poser peut-être d'autres questions. Monsieur Le Pen, dans un tweet vous avez, récent, là, des jours derniers, vous avez dit, vous adressant à Marine Le Pen, plutôt que d'appeler à l'Union nationale, il serait mieux de faire l'union du Front National. Est-ce que ça veut dire que vous attendez encore quelque chose du Front National? Vous pensez que la situation peut s'arranger? Je ne désespère jamais. Je pense que l'occasion eût été bien choisie au moment où l'on appelait à l'Union nationale et au moment où Marine Le Pen répondait à l'appel du président de la République et des partis de gouvernement, que l'on commença par faire l'Union nationale au Front National. Ceci aurait été, me semble-t-il, ou pourrait être, si c'était le cas, une occasion de se renforcer en vertu, surtout en vue des élections régionales qui vont se dérouler dans une quinzaine de jours ou 3 semaines. Pour l'instant, je n'ai dans ce domaine reçu aucune réponse aux tentatives de conciliation que j'ai pu faire malgré le fait que j'en ai été victime. Monsieur Le Pen, est-ce qu'il est toujours dans votre intention de créer un mouvement, quel qu'il soit, autour de vous pour promouvoir vos idées? Vous savez, moi j'ai la France dans la peau. Alors, tant que je vivrai, tant que j'en aurai la force, je me battrai pour elle. Et il est bien évident que je souhaite le faire dans le parti que j'ai fondé et dont je suis président d'honneur. Mais si cela était impossible, comme je ferai quand même de la politique, j'en ferai ailleurs. Et par conséquent, je prendrai les dispositions
avec les nombreux amis que je compte tout de même dans notre pays, pour exprimer la ligne qui est celle que j'ai défendue pendant 40 ans. Et plus. Et plus, puisque je fêterai à la fin de l'année le 60e anniversaire de mon entrée au Parlement français. Vous dites que ça n'est plus possible, vous en avez été exclu il y a quelques semaines, même en restant sur vous président d'honneur. On a l'impression que ça n'est plus possible aujourd'hui. Dans quelle mesure ça l'est selon vous? Vous savez, tout est possible, la vie commence toujours demain. Oui. Pour prolonger la question sur vos projets, qu'avez-vous pensé de la démission d'Aymeric Choprade, d'une part, et de son appel à la recomposition de la droite? Est-ce que vous inscrivez dans une telle recomposition? Je ne suis pas Aymeric Choprade, pour lequel j'ai de l'estime et de l'amitié, mais je pense que les initiatives qu'il a prises pouvaient expliquer son départ, n'est-ce pas? Il est évoqué souvent, récemment, dans la presse, l'éventualité d'une candidature, dirons, apolitique en quelque sorte, en tous les cas apartitique. M. de Villiers, Éric Zemmour. Il est bien évident que des gens peuvent être tentés de pénétrer la faille que Marine Le Pen a laissé s'ouvrir dans le camp patriote. Et c'est la raison pour laquelle je pensais qu'il était souhaitable de faire l'unité du Front National dans des circonstances très difficiles et qui, ne nous le cachons pas, vont être de plus en plus difficiles. Soyons clairs. Mais est-ce que vous pourriez soutenir une telle candidature? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, je souhaite mener mon combat politique à l'intérieur du Front National. Si je suis mis dans l'impossibilité de le faire, comme je considère comme un devoir de continuer à faire de la politique, j'en ferai ailleurs. Et à ce moment-là, je me déterminerai par rapport à ce qui sera le plus utile au pays. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Je crois qu'on vous a pas entendu sur la question, sauf de ma part, sur l'affaire Jeanne. Je suis totalement étranger à Jeanne et à ses dirigeants, à son mode de financement, à son mode de fonctionnement. Je ne sais pas du tout, je crois que beaucoup de ces dirigeants sont actuellement mis en examen. Je ne porte pas de jugement sur ces faits que je connais mal. Ce que je sais, c'est que moi, je suis le président d'une organisation qui s'appelle Cotelec, qui finance en principe les candidatures aux élections, et j'ai financé à 90% les candidatures aux élections régionales, mettant comme d'habitude l'intérêt général au-dessus de mes options personnelles. Justement, à propos des élections régionales, votre avis, quelles peuvent être les conséquences de ce qui s'est passé la semaine dernière, de l'état d'urgence, du climat nouveau en France, sur notamment les résultats du Front National? Écoutez, je ne suis pas Pic de la Mirandole, mais je ne suis pas non plus Madame Soleil. Par conséquent, je ne peux pas vous dire ça, encore que je peux vous raconter une anecdote. En 2002, devant vos confrères, dont certains peut-être d'entre vous étaient là, on m'a posé la question, quels sont à votre avis les résultats? Alors j'ai une boule de cristal dans la maison, j'ai fait venir ma boule de cristal, je vais regarder ma boule de cristal. Oh, écoutez, j'y vois une page de journal, c'est Libération. Jospin détruit par sa majorité plurielle, 15 jours avant. Donc j'avais prévu que je serais devant Jospin. Alors, j'ai quelques qualités, quelquefois, non pas de divination, mais disons de prévision. Souvent, d'ailleurs, en exercice du bon sens, parce qu'on peut décliner, à partir des prémices, un certain nombre d'hypothèses vraisemblables. C'eût dû être le cas pour les gouvernants français, car gouverner, c'est prévoir, en regard, par exemple, de l'immigration massive qui traîne depuis 40 ans et qui s'est brusquement accélérée.
Or, ils n'ont pas prévu, parce que les hommes politiques français, et c'est bien compréhensible, ils y jouent leur survie, à la fois politique et matérielle, c'est les élections futures, les prochaines élections. Des gens qui sont très détachés des choses du monde vont même jusqu'à l'élection suivante. Très peu se donnent comme objectif et comme horizon la géopolitique, à savoir l'inscription de nos problèmes dans le monde entier, dans la politique mondiale. C'est ce qui a fait faire d'ailleurs des erreurs tragiques à l'Europe et au gouvernement français en Irak, plus encore en Libye, n'est-ce pas, où M. Sarkozy et Juppé ont contribué à détruire l'armée de Kadhafi et à permettre son exécution, en Syrie, où le président Hollande est entre le zig et le zag, n'est-ce pas, voudrait gagner la guerre en restant l'allié des adversaires du gouvernement, qui pour l'instant me semble être le seul capable d'animer et d'être la pointe de la grande coalition qui est en train de se former entre les États-Unis, la Russie et un certain nombre de pays européens, dont la France. Bon, voilà. Je ne peux pas vous dire ce que ça sera. Je pense que, comme le disait Marine Le Pen dans une affiche, « Unis, les Français sont invincibles ». On peut dire « Unis, les patriotes sont invincibles ». Par conséquent, pour avoir les plus grandes chances de remporter le plus grand nombre de régions possibles, il conviendrait que le Front National appelle autour de lui, en son sein d'abord, mais autour de lui, toutes les forces patriotiques à se coaliser justement pour remporter une victoire décisive sur le plan démocratique aux élections régionales. Qu'est-ce que vous avez pensé des propositions de François Hollande là, pour combattre le terrorisme en France? On a entendu Marine Le Pen qui disait, elle, qui fait une partie du chemin. Et d'ailleurs aussi dans la question, qu'est-ce que vous avez pensé de comment Marine Le Pen a géré ce moment? Il me fait toujours penser à Dalida, qui est une artiste d'ailleurs qui imite très bien Marine Le Pen. C'est paroles et paroles et paroles, et voilà, on parle. Tous les événements sont pour nos gouvernants l'occasion d'apparaître à la télévision, encore constitué, quoi qu'il arrive, quelle que soit la gravité du sujet. Il y a le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, le ministre des Sports, quand une jeune fille s'est tordue la cheville sur un stade, et il y a le président de la République, encore le plus souvent possible, et puis chacune de ces personnalités fait un discours, plein de bonnes intentions, mais on sait que l'enfer en est pavé des bonnes intentions. Alors, ce qui compte, c'est au résultat. Ce qu'on demande au gouvernement, le gouvernement a une obligation de résultat. Visiblement, il est pris à contre-pied de ses discours et de ses promesses par la réalité. Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face. Pour se dire, pour s'apprêter à devoir faire face à des difficultés extrêmes qui sont de nature guerrière, puisque le président de la République lui-même a dit, bien après moi, il faut le dire, que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Mais être en guerre, ça suppose beaucoup de changements de conception de la part des gouvernants et des partis politiques. Il s'agit, dans les mois et les années qui viennent, courtes années qui viennent, de la survie de notre peuple, de la survie de notre pays. Par conséquent, c'est une affaire où notre sort va se jouer dans les décisions qui seront prises. Est-ce que M. Hollande serait tombé sur le chemin de Damas, comme Saint Paul autrefois, pour découvrir la vérité? Qui sait? On peut toujours espérer. Si vous aviez été député, vous auriez voté l'état d'urgence? Le député du Front National et ses deux collègues apparentés, si j'ose dire, ont voté, je crois, la confiance au gouvernement. Je pense que je me serais abstenu. Parce que, comme je l'ai dit un jour à Jacques Chirac, le jour de son investiture, la confiance, ça ne se décrète pas. On a ou on n'a pas. Je n'ai pas confiance.
Ça veut dire que vous êtes contre la prorogation de 3 mois de l'état d'urgence? Je vous ai dit, madame, que je m'abstenais. Vous voyez, c'est une formule. Quand on est parlementaire, on a 3 choix. On est pour, on est contre ou on s'abstient. Je m'abstiendrai. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de vous être dérangé. Et peut-être à un prochain jour. Je crois qu'on va vous remettre tout à l'heure les 30 pages de condamnation, les 200 condamnés de l'UMP ou du Parti Socialiste dans les différents scandales qui se sont produits depuis 2010 seulement. C'est vous dire, j'ai été modeste, seulement 15 ans d'actualité judiciaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de Marine Le Pen, là, quand elle est allée voir François Hollande, le discours qu'elle a fait en sortant à l'Élysée, comment elle a géré cette période médiatique post-attentat? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que Marine Le Pen a répondu à l'invitation du président de la République. Ça n'était pas la première fois. Elle avait déjà été invitée par lui lors des événements de Charlie. Et elle y avait répondu. Ça me paraît convenable de l'avoir invitée. Et ça me paraît convenable aussi d'avoir répondu à l'invitation du président de la République. Pour le reste, je ne sais pas du tout ce qu'ils se sont dit. Par conséquent, je ne peux pas porter jugement sur le sujet. Merci. Peut-être quelqu'un souhaitera-t-il faire une radio quelconque, non? Sinon, sinon je me retire. Bien qu'à se retirer trop tôt, on n'engendre pas. Comme disait Ferdinand Loeb. Alors... D'abord sur les attentats, pour avoir une réaction. Moi, ce qui m'intéresserait d'approfondir, je pense que c'est un de vos collaborateurs qui m'avait dit que vous considériez que là, les propositions de François Hollande, il était allé les pêcher un peu dans votre programme de 74. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça, ou que dans votre entourage je n'ai pas vérifié. Ah d'accord, bon, alors c'est quelqu'un qui s'est un peu avancé dans votre entourage. Je n'ai pas vérifié, mais 74 c'est déjà loin. Non, j'ai pas vérifié, ça sincèrement. Et est-ce que certains commentateurs ont trouvé... je suis resté pratiquement sur la même ligne depuis la fondation du Front National. En conséquent, ce n'était pas, à mon avis, sorcier de prévoir quelles seraient les conséquences de l'arrivée dans notre pays de gens qui ne pouvaient pas trouver de travail, puisque nous avions déjà des millions de chômeurs. Parce qu'il y avait là une démarche qui me paraissait insensée, comme l'a été la démarche de regroupement familial initiée par M. Giscard d'Estaing et Chirac. Donc j'étais, si vous le voulez bien, dans l'opposition claire aux mesures gouvernementales, que ce soit l'UMP, enfin la future UMP, c'était à ce moment-là les Républicains indépendants, ou le Parti Socialiste. Voilà, je n'ai pas changé. Dans les propositions qui ont été formulées par François Hollande, certains ont dit « Ah, il va prendre dans le programme du Front National ». Est-ce que vous êtes d'accord? Sur le papier, il y a un certain nombre de bonnes choses qui sont d'ailleurs classiques, naturelles, dans une période de crise grave. Mais ce que je crains, c'est pour ça que j'ai dit malheur au peuple dont les chefs ont les mains molles, ce que je crois, c'est que le président de la République, lui, son gouvernement, même s'ils en avaient l'intention, n'ont pas la puissance, la capacité politique d'appliquer cette politique. Ce qui les obligerait d'ailleurs à remettre en cause toute une série de leurs prémices idéologiques. Qu'est-ce que vous jugez comme de bonnes choses? Je ne sais pas, je ne vais pas faire le détail de ce qui a été décidé, ou de ce qui est prétendument décidé. Mais il est certain que le pays soit mis en état d'alerte en face d'une situation qui menace de s'aggraver, puisque je rappelle tout de même que M. Valls, à plusieurs reprises, a annoncé qu'il y aurait des attentats, qu'il fallait s'attendre à des attentats graves. Par conséquent, ça peut très bien ne pas se limiter à un seul, il peut y en avoir d'autres, puisqu'il semble que l'opération de Saint-Denis ait débusqué un autre réseau, et il est inconcevable qu'il soit moins bien organisé
au XXIe siècle qu'il ne l'était il y a 50 ans à Alger, au moment de la bataille d'Alger. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Marine Le Pen au lendemain, au soir du 13 novembre? Non, je ne me mets pas à la place des gens. Non, rien du tout. Je pense qu'elle a eu des réactions qui sont normales et dans la ligne, dans le fond du Front National. On peut dire que jusqu'ici, et bien que j'ai été exclu, les discours officiels du Front National sont, si je puis me permettre ce néologisme, très jean-mariste. En quoi? En tout. Donnez un exemple, Les positions, les discours sont jean-maristes, sont les positions de Jean-Marie Le Pen. Il n'y a aucune novation, aucun changement qu'on aurait pu penser, peut-être annoncé par le départ de l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. Non, de ce côté-là, rien n'a changé, je dirais presque au contraire. Ah, vous trouvez qu'elle a durci le discours? Mais écoutez, quelquefois, elle fait un peu de surenchère, oui, je pense. Comme quoi, par exemple? C'est aussi en liaison avec la gravité des événements, bien sûr. Car la vie politique française est conditionnée beaucoup par l'événementiel. Et les élections le seront aussi, d'ailleurs. Mais donc c'était que de la forme, comme ça, votre exclusion Non, pas du tout. Je crois que, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je me perds en conjecture. Mais je dis que, normalement, si j'étais une gêne idéologique, je pense politique, pour le Front National, on aurait dû sentir dans les discours une variation. Pas du tout, puisque le discours du 1er mai, c'est un discours qu'aurait pu faire Jean-Marie Le Pen, ainsi d'ailleurs que la plupart de ceux que fait Marine Le Pen. Je ne peux que me réjouir de voir la fidélité idéologique, mais me poser toujours la question de savoir pourquoi j'ai été crucifié, je ne sais pas, au bonheur de qui. Et est-ce que ce qui se passe en ce moment, ça peut jouer favorablement pour le Front National aux élections régionales? Je pense que oui. Je pense que oui, ce n'est pas certain parce que cette situation permet au président de la République et à ses ministres de faire une occupation médiatique encore plus large que celle qu'ils pratiquent d'habitude. Mais à 15 jours des élections, réflexion faite, je pense que, surtout quand les gens verront qu'il n'y a pas d'avancée dans le domaine de la sécurité, eh bien, je crois que le risque est grand pour le gouvernement de se faire sanctionner aux élections régionales, et la sanction la plus évidente, c'est évidemment le vote pour le Front National. Vous dites que la porte reste ouverte avec le Front National. Est-ce que vous continuez pour autant vos démarches juridiques contre la décision de l'exclusion? Et alors, est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Non, pas du tout, c'est pas contradictoire, pas du tout. Si il était répondu aux avances pacifiques que je fais, eh bien, on retirerait notre procédure. Mais tant qu'il n'y a pas action, en quelque sorte, positive, eh bien, nous continuons, bien sûr. Est-ce que vous avez parlé avec Marine Le Pen récemment C'est quoi récemment? Dites-moi, quelle est la dernière fois que vous lui avez parlé Je ne sais pas, il y a un mois peut-être. Oui. Non, il n'y a pas eu accord, comment on l'aurait su. Et pour évoquer quoi un possible retour? Non, écoutez, évoquer oui, bien sûr, mais toutes les affaires, la situation, et en particulier celle qui m'a été faite et qui a choqué beaucoup de militants et de dirigeants et qui a provoqué des troubles dans à peu près toutes les fédérations. Je ne sais pas si les gens qui ont pris cette initiative en ont mesuré les conséquences. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu quand vous lui en avez parlé? Écoutez, je ne peux pas vous dire, ça a duré de nombreuses minutes, je ne sais pas, le résultat c'est que nous n'avons pas trouvé d'accord en tous les cas. Elle est restée ouverte à la possibilité de votre retour? Je ne sais pas, ça c'est à elle qu'il faut poser la question. Le climat a été positif? Il était courtois, comme il doit l'être entre interlocuteurs qui se respectent. Mais ça vous semble, elle avait l'air d'être ouverte à votre possible retour? Moi, ce sont les actes qui comptent pour moi. Ce ne sont pas les sourires, ni les visages, ni les mimiques. C'est très simple, la décision est simple. Je pense, si j'avais été Marine Le Pen, et si j'avais commis l'erreur d'exclure le président d'honneur du Front National, j'aurais évidemment profité de l'occasion qui m'était donnée par l'événement grave qui frappait le pays, d'appeler à l'Union nationale, et d'abord, bien sûr, à l'Union nationale du Front National.